Regardez ce monstre flamboyant. C'est une naine blanche. Ces étoiles sont connues pour engloutir les objets qui passent près d'elles. Et, un jour, ces objets pourraient là bien être les planètes de notre propre système solaire. Selon une nouvelle étude, certaines régions du système solaire seront attirées par une naine blanche, puis écrasées et finalement réduites en une fine poussière, comme des grains de café dans un moulin à lame. Cette analogie vous plaît? L'état de naine blanche correspond à la dernière étape de la vie d'une étoile. Il s'agit d'un objet petit et très dense, généralement de la taille d'une planète, le résultat d'une faible masse et de l'épuisement de tout le combustible nucléaire disponible en son cœur, et de la perte de ses couches extérieures. Lorsque notre Soleil se transformera en naine blanche, ce qui ne manquera pas d'arriver, il détruira les astéroïdes et les lunes présents autour de Mars et de Jupiter. Ils seront pulvérisés par sa gravité. La Terre, elle, sera engloutie avant même que le Soleil ne se transforme en naine blanche. Mais cela ne se produira pas avant 6 milliards d'années. Les chercheurs qui travaillent sur ce sujet sont parvenus à ces conclusions en observant ce qui est arrivé à des corps spatiaux, astéroïdes, lunes et planètes, qui passaient à proximité de 3 naines blanches. Pendant 17 ans, ils ont observé et analysé des transits, c'est-à-dire le moment où la luminosité d'une naine blanche diminue parce qu'un objet en orbite stable passe devant elle. Dans le cas des naines blanches, nous pouvons prédire ces transits et les utiliser pour étudier les étoiles elles-mêmes et les objets célestes qui passent devant elles. Ainsi, lorsqu'un objet s'approche trop près d'une naine blanche, l'immense gravité de l'étoile le déchire en des fragments de plus en plus petits. L'équipe de scientifiques a également découvert que les transits de ces débris sont chaotiques. De plus, ils ont généralement une forme étrange, ce qui signifie qu'ils ne cessent de se désagréger. La première naine blanche, utilisée pour étudier ce processus, semblait stable et relativement calme au cours des dernières années écoulées. Mais les scientifiques ont découvert des preuves d'un événement catastrophique majeur survenu aux alentours de 2010. L'étoile suivante s'assombrit de manière irrégulière tous les quelques mois avant de s'éclaircir à nouveau. Le comportement de la troisième naine blanche était proche des prévisions théoriques. Ces transits variaient en nombre, en forme et en profondeur. Mais la dernière étude a montré aux chercheurs que ces transits ont maintenant complètement cessé. Cela témoigne de la nature imprévisible des transits. Une minute, vous les voyez. L'instant d'après, ils ont disparu. La raison pourrait en être l'environnement chaotique dans lequel ils se produisent. Quant à notre système solaire, et à notre planète en particulier, son destin est plutôt sombre. La Terre sera avalée par le Soleil en expansion avant même que notre étoile ne se transforme en naine blanche. Dans le reste du système solaire, plus loin du Soleil, certains astéroïdes situés entre Mars et Jupiter ainsi que certaines des lunes de Jupiter seront également détruits. Ils risquent en effet d'être délogés et de s'approcher trop près de la naine blanche. Toutefois, les astronomes ne sont pas certains à 100% que c'est exactement ce qui doit se passer dans notre système solaire. Il ne nous reste plus qu'à attendre de voir comment les choses évoluent durant les prochains 6 milliards d'années. En ce qui concerne les naines blanches, les scientifiques en ont récemment découvert une dont la surface présente une étrange cicatrice métallique. Cette tache pourrait s'être formée au moment où l'étoile a déchiqueté puis englouti une minuscule planète qui tournait autour d'elle. Les naines blanches, présentant des traces de métal dans leur atmosphère, ne sont pas rares. Ces traces sont causées par des planètes qui tombent sur les étoiles en raison de leur immense gravité. Les experts ont longtemps pensé que ces métaux devaient être répartis uniformément à la surface de ces naines blanches polluées. Mais une nouvelle étude a permis de découvrir une naine blanche présentant une étrange tache de métal concentrée. Cette étoile a été observée pendant 2 mois à l'aide du très grand télescope installé au Chili. Les chercheurs ont découvert une tache de métal opaque. Elle était située au-dessus de l'un des pôles magnétiques de l'étoile et bloquait une partie de sa lumière lors de sa rotation. Sur la base de cette observation, les astronomes ont conclu que le matériau avait pu être attiré vers l'étoile par le puissant champ magnétique de cette dernière. Ce processus est similaire à celui qui provoque les aurores boréales sur Terre, où des particules chargées suivent le champ magnétique jusqu'à la surface. La planète détruite par la naine blanche était très probablement petite, de la même taille que l'astéroïde Vesta dans le système solaire, qui ne mesure que 525 km de diamètre. Ces débris sont désormais bien visibles à la surface de l'étoile hôte. Il est donc plus facile pour les chercheurs d'examiner la géochimie de la planète avant qu'elle ne soit dévorée. Une telle étude pourrait même s'avérer être l'un des meilleurs moyens d'observer les petits mondes situés au-delà du système solaire, même s'ils ont déjà disparu. Il pourrait y avoir beaucoup d'autres étoiles balafrées comme celle-ci. L'étoile en question était la première, mais probablement pas la dernière. Mieux encore,
Les astronomes ont déjà découvert 2 naines blanches qui semblent présenter des cicatrices similaires. L'observation répétée de ces étoiles pourrait nous aider à percer encore plus de secrets et à faire d'autres découvertes. Une autre naine blanche étrange, découverte il n'y a pas si longtemps, semble avoir cessé de se refroidir en raison de la formation de cristaux internes. Cette découverte remet en question les théories existantes sur le vieillissement des étoiles ainsi que les méthodes d'estimation de leur âge. Mais les scientifiques ont peut-être compris la raison de ce phénomène. Les naines blanches sont considérées comme des étoiles mortes, c'est-à-dire qu'elles ne cessent de se refroidir, et que ce processus ne peut généralement pas être inversé ou interrompu. Mais en 2019, le satellite Gaia de l'Agence spatiale européenne a découvert un certain nombre de naines blanches qui avaient cessé de se refroidir depuis plus de 8 milliards d'années. Cela pourrait signifier que certaines naines blanches peuvent générer beaucoup d'énergie supplémentaire, et cela va à l'encontre de la théorie classique de l'étoile morte. Au début, les astronomes n'arrivaient pas à comprendre comment cela pouvait se produire. Plus de 97% des étoiles de la Voie lactée se transforment en naines blanches. Les astronomes ont longtemps pensé que ces étoiles étaient en fin de vie. Après avoir épuisé leurs réserves d'énergie nucléaire, elles cessent de produire de la chaleur et se refroidissent. Le plasma dense qu'elles contiennent finit par geler et l'étoile se solidifie de l'intérieur. L'ensemble du processus peut prendre des milliards d'années. Mais de nouvelles données indiquent que dans certaines naines blanches, ce plasma dense ne se contente pas de geler. Au contraire même, les cristaux solides qui se forment lors du refroidissement deviennent moins denses et commencent à flotter vers le haut. Et ils déplacent ainsi le liquide, plus lourd, vers le bas. Le mouvement de cette matière vers le centre de la naine blanche libère de l'énergie gravitationnelle. Cette énergie est suffisante pour interrompre le processus de refroidissement de l'étoile pendant des milliards d'années. Cette explication correspond en fait aux propriétés des naines blanches que l'on a pu observer. Mais c'est la première fois qu'un tel processus est identifié dans un tout autre type d'étoile, et c'est incroyablement fascinant. Nous avons là un phénomène astrophysique tout à fait nouveau. Mais pourquoi cela se produit-il chez certaines étoiles et pas chez d'autres? Cela dépend probablement de la composition de l'objet. En effet, certaines naines blanches sont issues de la fusion de 2 étoiles différentes. Lorsqu'elles entrent en collision et forment une naine blanche, la composition de l'étoile change, ce qui permet la formation de ces cristaux flottants. Cette découverte pourrait obliger les astronomes à revoir les méthodes qu'ils utilisaient jusqu'à présent pour déterminer l'âge des étoiles. À l'heure actuelle, on utilise souvent l'état de naine blanche comme indicateur d'âge. Plus une étoile est froide, plus on pense qu'elle est âgée. Mais aujourd'hui, nous savons que le processus de refroidissement de certaines naines peut être retardé. Et cela fait vaciller les certitudes concernant les méthodes utilisées. Certaines étoiles pourraient être beaucoup plus vieilles qu'on ne le pensait, avec un écart de plusieurs milliards d'années. Ce phénomène récemment découvert signifie que certaines de ces étoiles sont en mesure de briller presque normalement pendant des milliards d'années supplémentaires. Cela complique les mesures et remet en question l'utilisation des naines blanches dans la reconstitution de l'histoire galactique. Restez à l'écoute. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029? Eh bien, nous allons voir ça, d'accord? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques
dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3002 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes. Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète.
Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable. Mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Des centaines de millions de rochers gravitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mais seuls certains d'entre eux s'approchent relativement près de la Terre. La NASA classe les astéroïdes en orbite à moins de 48 millions de kilomètres de notre planète, dans la catégorie des objets géocroiseurs. Dans ce groupe, certains objets sont particulièrement inquiétants. Ils sont si gros et orbitent si près de notre planète qu'ils pourraient constituer une véritable menace pour le monde en cas de collision directe. À l'heure actuelle, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'un objet spatial de taille relativement importante qui pourrait heurter notre planète dans 159 ans. Selon les experts, l'astéroïde, qui a été repéré pour la première fois en 1999, risque fort de dériver dans l'orbite de notre planète. Si cela se produit, il pourrait entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. On pense que l'astéroïde Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il venait frapper notre planète, la collision libérerait 1200 mégatonnes d'énergie. C'est une énorme quantité d'énergie. Rien de ce qui est construit sur Terre ne peut en produire autant. Les scientifiques de la NASA pensent qu'au cours de son survol du 22e siècle, l'astéroïde pourrait passer à travers un trou de serrure gravitationnelle. Cette zone placerait notre voyageur de l'espace sur une certaine trajectoire, ce qui pourrait le conduire à s'écraser sur la Terre. Bennu s'approche de notre planète tous les 6 ans. Il a frôlé la Terre à 3 reprises, en 1999, en 2005 et en 2011. Aujourd'hui, les scientifiques estiment à 1 sur 2700 la probabilité que l'astéroïde heurte notre planète d'ici 2182. Une personne a 5 fois moins de chances d'être touchée par la foudre. Même si les risques de collision entre Bennu et la Terre sont pour l'instant assez faibles, ce caillou spatial a tout de même été classé dans la catégorie des astéroïdes potentiellement dangereux. Tout cela parce qu'il pourrait s'approcher à 7,5 millions de kilomètres de la Terre. C'est la raison pour laquelle il est également classé comme objet géocroiseur. Bennu est un astéroïde riche en carbone qui s'est formé au cours des 10 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. C'est-à-dire il y a environ 4 ou 5 milliards d'années.
Il n'est donc pas étonnant que ce corps spatial recèle de précieux indices sur l'origine et le développement des planètes rocheuses de notre système solaire, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mieux encore, il pourrait contenir des molécules organiques similaires à celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie. En 2020, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a réussi à toucher brièvement la surface de l'astéroïde. Elle en a recueilli quelques échantillons et s'est ensuite éloignée. Pour la NASA, ce fut la première mission de ce type. Mais vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que Bennu n'est pas le seul astéroïde dont nous devrions nous préoccuper. L'astéroïde 99942 Apophis est un autre corps spatial dont nous devons nous méfier. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre. Il a été découvert en 2004 et a d'abord été considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a très vite gagné en notoriété, on pensait qu'il représentait une menace sérieuse pour la Terre. Les experts ont prédit qu'il s'approcherait dangereusement de notre planète en 2029. Heureusement, après un examen plus approfondi d'Apophis et de son orbite, les astronomes ont conclu qu'il n'y avait aucun risque que l'astéroïde entre en collision avec notre planète avant au moins un siècle. Le risque d'impact de 2029 a été totalement écarté, de même que l'impact potentiel qui pourrait être provoqué par le rapprochement de l'astéroïde en 2036. Il est intéressant de noter que jusqu'en mars 2021, il y avait encore un petit risque de collision en 2068. Mais Apophis a ensuite survolé la Terre. Et les astronomes en ont profité pour utiliser de puissants radars afin d'estimer plus précisément l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Cela leur a permis d'écarter tout risque d'impact pour les 100 prochaines années au moins. La raison pour laquelle de telles découvertes nous inquiètent tant est que même un astéroïde relativement petit, de la taille d'une maison, pourrait faire des ravages en entrant en collision avec notre planète. Alors, quand un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre de diamètre, on parle d'un destructeur de planètes. L'énergie dégagée par l'impact d'un tel astéroïde serait dévastatrice. C'est pourquoi il est essentiel de savoir où se trouvent ces astéroïdes et dans quelle direction ils se déplacent. Le problème est que notre capacité à protéger la planète des impacts d'astéroïdes n'est pas encore optimale. Si une telle catastrophe était sur le point de se produire, nous aurions besoin de beaucoup de temps pour nous préparer. Une collision avec un astéroïde était quelque chose de sérieux. Le cratère de Chicxulub est probablement le site d'impact d'astéroïdes le plus célèbre. Il témoigne de la terrifiante collision qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Curieusement, ce cratère n'est pas très visible, mais d'autres le sont. Par exemple, le cratère Barringer en Arizona, qu'on appelle aussi le Meteor Crater. Quand on pense à la collision qu'il a fait naître, on a froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais que des rochers spatiaux ont non seulement frappé la Terre, mais aussi la Lune, Mercure et Mars. Aucune planète rocheuse du système solaire n'est à l'abri des impacts d'astéroïdes. C'est pourquoi il existe toute une entreprise scientifique dont l'objectif est de trouver et de cataloguer les astéroïdes du système solaire. Cela peut sembler un peu effrayant, mais il y a environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre près de l'orbite de notre planète. Un tel astéroïde est suffisamment gros pour rayer une ville entière de la surface de la Terre. Jusqu'à présent, moins de 50% de ces astéroïdes ont été détectés. On estime également à 230 000 le nombre d'objets d'une taille égale ou supérieure à 49 mètres. Ces objets sont capables de détruire une zone urbaine concentrée. Et pourtant, moins de 8% d'entre eux ont été détectés. Il existe également des dizaines de millions d'objets géocroiseurs plus petits. Ils mesurent plus de 10 mètres de diamètre et peuvent causer des dommages à la surface. Moins d'1% de ces petits corps spatiaux ont été découverts jusqu'à présent. Notre système solaire interne pose d'énormes problèmes pour la recherche d'astéroïdes. Chaque nuit, il n'y a que 2 créneaux de 10 minutes pendant lesquels les astronomes peuvent observer la région. La raison en est que le Soleil crée une lumière de fond éblouissante. En outre, l'atmosphère de notre planète déforme et brouille les images. Repérer des astéroïdes dans de telles conditions dépasse les capacités de la plupart des télescopes. Nous avons besoin d'un instrument vraiment unique pour accomplir cette tâche. L'outil de prédilection est la Dark Energy Camera de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo au Chili.
Cet appareil n'a pas été conçu pour chercher des astéroïdes. Les chercheurs l'ont construit pour détecter quelque chose de plus insaisissable encore. L'énergie noire, la force mystérieuse qui régit l'expansion de l'univers. La DECAM est censée observer des centaines de millions de galaxies. Elle est donc à la fois large et profonde. Ainsi, elle peut observer l'univers en profondeur et capturer un large champ de vision, ce qui lui permet d'enregistrer les mouvements des galaxies et de nous renseigner sur les conditions qui prévalaient au début de l'univers. Mais cela signifie également que la DECAM est parfaitement adaptée au repérage des astéroïdes près du Soleil. Les astéroïdes intérieurs sont rares et des images profondes sont nécessaires car ces objets sont peu lumineux. Les scientifiques doivent pouvoir lutter à la fois contre la luminosité du ciel crépusculaire près de notre étoile et contre l'effet déformant de l'atmosphère terrestre. Et la DECAM peut les aider dans cette tâche. La Dark Energy Camera a été construite pour étudier l'énergie noire, une mission qui s'est achevée en 2019. Aujourd'hui, les astronomes peuvent utiliser la puissance de cet appareil pour d'autres missions. Ils affirment que le relevé effectué par la DECAM est le plus précis jamais réalisé en ce qui concerne les objets situés à proximité des orbites de Vénus et de notre planète. Grâce à elle, nous pourrons savoir quel type d'objets se déplacent à l'intérieur de notre système solaire. Les astéroïdes qui volent autour de nous ressemblent parfois à une féroce partie de balle aux prisonniers où l'on ne sait jamais quand l'un d'entre eux peut foncer dans notre direction. Alors on ne peut qu'observer la situation et à espérer que tout ira pour le mieux. Pour évaluer le risque, les scientifiques de différentes organisations doivent étudier la position et la trajectoire des astéroïdes qui s'approchent de notre planète, en particulier ceux qui ont une largeur d'au moins 1 km. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun de ces astéroïdes ne nous touchera probablement avant au moins 1000 ans. Ouf! Pour nous donner une idée de leur puissance, des scientifiques ont réalisé une expérience pour simuler l'impact d'un astéroïde aussi gigantesque. L'énergie libérée par la collision serait de l'ordre de 100 000 mégatonnes. Cela équivaut à faire exploser 15 000 tonnes de dynamite. De plus, si un astéroïde de cette taille nous frappait, la Terre se refroidirait considérablement à cause de tous les débris qui pénétreraient dans l'atmosphère et bloqueraient la lumière du Soleil. Dans ce cas, les plantes ne pourraient plus obtenir ce qui les nourrit, ce qui nous mettrait donc tous en difficulté, les humains comme les animaux. Heureusement, les impacts d'astéroïdes aussi gigantesques sont assez rares. Plus un astéroïde est gros, plus il met de temps à entrer en collision avec la Terre. Par exemple, on estime que les astéroïdes d'un diamètre d'au moins 1 km percutent notre planète environ une fois tous les 700 000 ans. Quant aux astéroïdes encore plus gros, d'une largeur de 5 km, on estime qu'ils ne s'écrasent qu'une fois tous les 30 millions d'années. Youpi! Mais attends, ne te détends pas trop vite. Les astronomes se concentrent sur les très gros astéroïdes, parce que ce sont ceux qui peuvent en quelque sorte condamner notre planète s'ils nous percutent. Oui, tu as tout compris, un peu à la manière des dinosaures. Même si l'un d'entre eux ne nous détruit pas complètement, les dégâts seraient tout de même énormes. Il y a donc encore des astéroïdes qui errent dans les parages, et que nous devons surveiller pour voir comment ils pourraient évoluer au fil du temps. Les scientifiques disposent d'un modèle de suivi qui leur permet de se concentrer sur les parties de la trajectoire d'un astéroïde qui s'approche de notre planète afin de déterminer si le caillou spatial présente un risque pour nous. Il semblerait qu'un astéroïde, 7482, 1994 PC1, de 1100 mètres de diamètre puisse présenter un certain danger. Il est censé se rapprocher de notre planète dans les 1000 prochaines années. Et quand je dis risqué, cela signifie qu'il y a 0,0151% de chance qu'il s'approche à moins d'une distance Terre-Lune. Elle était déjà passée près de nous en 2022, mais nous avons eu de la chance car elle était assez loin, 1,9 million de kilomètres. Je dirais que nous pouvons nous détendre en ce qui concerne les scénarios d'astéroïdes, pour l'instant. L'impact d'un astéroïde sur la Terre serait une nouveauté pour l'humanité, mais pas pour la planète elle-même. Comme je l'ai dit, ces gros astéroïdes n'ont pas été nombreux jusqu'ici, mais ils ont tout de même eu d'énormes conséquences. Le premier qui vient à l'esprit de la plupart des gens est, bien sûr, l'astéroïde dinosaure, gros comme une montagne, qui a frappé notre planète il y a environ 66 millions d'années, près de la péninsule mexicaine du Yucatan. C'était chaotique. Des tempêtes de feu et des tsunamis se sont produits partout dans le monde. La poussière a bloqué le soleil et la roche vaporisée a libéré du soufre, ce qui a entraîné des pluies acides et l'acidification des océans. Mais il y a eu un autre phénomène encore plus important avant celui-ci. Il y a environ 2 milliards d'années,
Un gigantesque astéroïde s'est écrasé sur notre planète et a laissé un énorme cratère en Afrique du Sud. Celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Vredefort. Il semblerait que cet astéroïde ait été encore plus gros que ceux que nous pensions au départ, puisqu'il était 2 fois plus imposant que la roche spatiale qui a fait disparaître les dinosaures. Le cratère de Vredefort est confirmé comme étant le plus grand cratère visible sur Terre, avec un diamètre d'environ 159 km. Mais il était encore plus grand à l'époque où il s'est formé, peut-être même de 250 à 280 km de diamètre. Il est difficile de déterminer sa taille réelle, car le cratère s'érode depuis 2 milliards d'années. C'est un peu comme si l'on découpait des couches sur le bord d'un bol. Le diamètre se réduit à chaque fois. Lorsque l'astéroïde, large de 12 km, qui a anéanti les dinosaures, a frappé la Terre il y a environ 66 millions d'années, il a provoqué des destructions massives. Incendies de forêt, pluies acides, tsunamis et tellement de cendres et de poussière qu'il a modifié le climat de la Terre. Tout cela a entraîné l'extinction d'environ 75% de la vie sur notre planète. L'astéroïde qui a créé le cratère de Vredefort était non seulement plus gros, mais il s'est également déplacé à une vitesse plus élevée, ce qui signifie que les conséquences ont dû être encore plus graves. Mais cela s'est passé il y a vraiment longtemps, et les êtres vivants étaient différents à l'époque. Il s'agissait peut-être de simples bactéries qui n'ont même pas remarqué qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. La Terre n'est pas la seule à être touchée. De nombreux impacts se sont également produits dans notre système solaire. Par exemple, dans notre voisinage immédiat, allons voir Mercure et son énorme cratère, le bassin Caloris. Il mesure environ 1500 km de diamètre, soit plus que l'État du Texas. Un anneau de montagnes imposantes entoure le cratère, ce qui le rend encore plus impressionnant. L'image mosaïque du bassin de Caloris présente différentes couleurs. Elles nous en disent plus sur la géologie du bassin. Les parties oranges représentent la lave qui a autrefois inondé le bassin. Ce coulées de lave ont recouvert la surface d'origine et lui ont donné cette teinte orangée si spécifique. Après que la lave a inondé le bassin de Mercure, des cratères plus petits se sont formés au-dessus de la surface de la lave. Ces cratères ont creusé le sol et découvert les matériaux cachés sous la lave. Certains de ces matériaux sont de couleur bleue. Ce matériau bleu pourrait être un indice de ce à quoi ressemblait le sol original du bassin avant que la lave ne le recouvre. Vénus, la planète la plus chaude de notre système solaire, possède une atmosphère épaisse qui s'accompagne d'un système de défense efficace contre les roches spatiales. Elle est si dense qu'elle brûle la plupart des météores avant même qu'ils n'atteignent sa surface. Par conséquent, les cratères visibles sur Vénus sont moins nombreux que sur les autres planètes rocheuses du système solaire. Mais Vénus présente encore quelques cicatrices qui peuvent nous renseigner sur les graves impacts qui s'y sont produits. L'une des plus grandes cicatrices que nous connaissons est le cratère Meade. Il est énorme, avec un diamètre d'environ 273 km. Le fond intérieur de ce cratère est relativement plat et plus brillant que les alentours. Il est possible que le cratère ait été rempli d'un mélange de roches fondues après l'impact, voire de lave provenant de l'activité volcanique de Vénus. Tu veux avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler la Terre sans sa couche protectrice appelée atmosphère? Il suffit de jeter un coup d'œil à la Lune, dont la surface est parsemée de cratères d'impact. Ce Tycho est l'un des cratères que l'on remarque facilement sur la Lune. Lorsque tu regardes la pleine Lune, tu peux le repérer comme un cercle distinct, avec des rayons lumineux qui irradient vers l'extérieur, légèrement décentré sur le côté inférieur gauche de la Lune. Ce cratère, d'une largeur de 85 km, possède un magnifique pic central surmonté d'un bloc rocheux intrigant. La taille de ce bloc est impressionnante. Il remplirait environ la moitié d'un pâté de maison sur Terre. Lorsque l'on parle de cratère, il ne faut surtout pas oublier Mars. L'atmosphère de la planète rouge est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Lorsque les vaisseaux spatiaux s'approchent de Mars, ils comptent sur l'atmosphère de la planète pour les ralentir lorsqu'ils y pénètrent. Et en effet, l'atmosphère contribue à ralentir les vaisseaux spatiaux lors de l'atterrissage. Mais elle n'est pas encore assez épaisse pour protéger complètement Mars de toutes les roches spatiales qui arrivent en permanence. De juillet à septembre 2018, une tache sombre est apparue sur le pôle sud de Mars. Elle se compose de 2 motifs distincts. Selon une théorie, le plus grand motif de souffle, de couleur plus claire, peut être le résultat d'une onde de choc d'impact décapant la surface de glace. L'impact a généré des vents qui se sont étendus et ont érodé la glace. Le modèle d'explosion interne, de couleur plus foncée, est dû au fait que l'objet ayant subi l'impact a réussi à pénétrer dans la fine couche de glace. En heurtant la surface, il a projeté du sable foncé et des débris dans toutes les directions.
Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement. Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres en revanche ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces? Ou bien il va s'écraser?
ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard. Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024, pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que Hera transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit, et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire, même de manière infime, peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité ? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction. Celle-ci attirera donc l'engin spatial vers le corps céleste, tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial. Cette méthode est assez fiable, mais prend beaucoup de temps, et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu. La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé. C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose, mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale, évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium ? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey.
Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer. Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton.
Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure, puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores. Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires. Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche.
De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère, et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie. Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. 16 géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile.
Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu deux et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces deux trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. En observant leur comportement, toutefois, les scientifiques peuvent déterminer combien de trous noirs binaires sur le point d'entrée en collision existent dans l'univers.